Bien. Alors, on avait juste on avait commencé les approches contemporaines de la sociologie de l'action collective et on en était au premier point avec les approches constructivistes des groupes sociaux. Donc on avait traité Thomson, Bourdieu, Boltanski. On avait donné deux exemples. L'exemple, c'était le point sur l'extrême droitisation, et on en était au point sur les gilets jaunes, un mouvement composite en contexte confusionniste. Alors il y avait juste un petit point à finir, c'est un peu, disons, l'éco-politique des gilets jaunes électorales dans le sillage où il a été le plus important. Donc c'est le petit G, gilets jaunes et résultats des élections européennes. Donc on a vu les dimensions émancipatrices du mouvement, les dimensions ultra-conservatrices, les dimensions confusionnistes. Et après, la question des effets électoraux. Comme on a vu que ça a commencé en octobre 2018, avec, disons, les premières manifs en novembre 2018, les élections européennes ont lieu en France le 26 mai 2019. Il y a un seul tour pour les élections européennes. Donc là, on a des bons indices sur l'effet du mouvement, les effets électoraux, disons. Alors, il y a des sondages qui concernent les élections européennes. Les sondages qui concernent, disons, le vote, le jour même du vote, sont les plus fiables. On interroge les gens sur ce qu'ils ont voté le jour même du vote. Bon. Il y a beaucoup de questions autour des sondages, des questions posées, des codes de popularité, tout ça, des sondages qu'on peut faire à Nantes, aujourd'hui 4 ans avant, que tous les sondages aujourd'hui donnent Marine Le Pen gagnante dans 4 ans, pour les prochaines présidentielles. Mais bon, évidemment, on ne sait pas encore quels seront vraiment les candidats, le contexte, etc. Et donc ça donne une indication sur ce que peuvent avoir en tête certaines personnes sur le moment. Mais ce n'est pas très prédictif. Par contre, les sondages sur le vote, ce n'est pas une question de prédiction. Le jour même du vote, ça nous indique un peu des choses sur la composition sociologique, politique, etc. du vote. Bon. Donc là, c'était un sondage IFOP sur un bon échantillon, 3018 personnes, inscrites sur les listes électorales. Et l'intérêt de ce sondage IFOP, c'est qu'elle avait la catégorie se sent gilet jaune et a déjà manifesté avec les gilets jaunes. Parce qu'il y a souvent dans les sondages eu deux types de catégories, c'est-à-dire se sent gilet jaune, une catégorie large. Là, ça a pu concerner beaucoup de gens dans une période. Des gens qui n'ont en fait jamais été sur un rond-point ou jamais manifesté. Et donc cette catégorie était assez large, des gens en fait qui sentaient une sympathie avec les gilets jaunes sans avoir jamais eu aucune action. Tandis que là, l'intérêt de ce sondage IFOP, c'est qu'il ne prend pas simplement la catégorie se sent gilet jaune, mais a déjà manifesté avec les gilets jaunes, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà participé au moins à une action. L'intérêt de ce sondage, c'est que les gilets jaunes ont plutôt été associés à une critique de la représentation politique, on l'a dit, professionnelle, et étaient plutôt associés à l'abstentionnisme. Le fait d'avoir participé au mouvement a fait reculer l'abstentionnisme chez ceux qui ont
participer au mouvement des Gilets jaunes. C'est un premier élément important. Hein. Puisque la catégorie qui a déjà manifesté avec les Gilets jaunes a davantage participé que l'ensemble des inscrits. 62% de ceux qui ont manifesté avec les Gilets jaunes ont participé au scrutin, alors que pour l'ensemble de la population, c'était 50,1% des gens inscrits sur les listes électorales qui ont participé au scrutin. Donc déjà, le fait d'avoir participé au mouvement a fait reculer l'abstentionnisme parmi ceux qui ont participé au mouvement. Un élément important. Dans cette catégorie, en fait, la première liste, la liste qui est arrivée en tête lors de ces élections européennes de 2019, et d'ailleurs c'est un risque que ce soit la même chose pour les prochaines qui arrivent, c'est la liste du Rassemblement national qui est arrivée en tête. 38% de ceux qui ont déjà manifesté avec les Gilets jaunes ont voté pour la liste du Rassemblement national. 38%. Contre 23,3% des suffrages exprimés. C'est-à-dire que la liste du Rassemblement national fait 23,3% pour l'ensemble des suffrages exprimés, mais elle fait 38% chez ceux qui ont participé aux Gilets jaunes. 15% de ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes ont voté pour la France insoumise. Donc, 38% pour le Rassemblement national, 15% pour la France insoumise. Là, c'était la même chose et ça risque d'être la même chose aussi vu les conflits internes et externes autour de la France insoumise. Ça avait été un fort recul par rapport au score présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, puisque sur l'ensemble des ça exprimé, la liste de la France insoumise avait fait 6,3% pour les européennes de 2019. Et donc, c'est un peu plus de Gilets jaunes qui votent, puisque c'est 15%. 15% pour ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, et, disons, 6,3% des suffrages exprimés pour la liste de la France insoumise. Si on reprend à peu près l'ensemble, on aurait, pour les gens qui ont manifesté avec les Gilets jaunes, au moins une fois, on aurait un gros tiers pour les abstentionnistes, 38%. Un tiers pour l'extrême droite et les droites radicalisées. Je dis les droites radicalisées parce que c'est un jeune philosophe qui dirige la liste, en tête de liste des Républicains, qui est un jeune philosophe qui est issu de la Manif pour tous, donc aussi le mariage homosexuel, et qui est un de ceux qui a d'ailleurs donné son parrainage à Éric Zemmour pour la campagne présidentielle qui a suivi. Donc c'est une fraction, disons radicalisée de la droite, hein, qui a été mis tête de liste à l'époque. Donc si on prend Rassemblement national, les Patriotes, Debout la France, UPR et les Républicains, ça fait 32,8%. 38% pour les abstentionnistes, 32,8% pour l'extrême droite et les droites radicalisées, un quart pour les gauches, 24,8%. Si on met la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, PS, Génération, PCF, Lutte ouvrière. Ceux qui sont présents. Le NPA ne présentait pas de liste. Donc on a une petite idée, hein, où on retrouve le caractère composite, hein, qu'on a vu la dernière fois, hein, puisqu'on a le plus gros morceau, c'est les abstentionnistes, 38%. Un tiers pour l'extrême droite et les droites radicalisées, 32,8%. Un quart pour les gauches, 24,8%. Oui. Vous aviez pas dit que c'était 38% qui avaient voté pour le FN ? Ça, c'est les... Non. C'est si on voit sur les 100%, si on prend... C'est pas les 38% qui votent pour FN. Si on prend, disons... parce que dans les 38%, c'est sur les suffrages exprimés.
Là, je fais un calcul en tenant compte des abstentionnistes. Ah oui, bon, ouais. C'est toujours très important parce que si on prend en compte que les gens qui sont exprimés, la part importante des abstentionnistes, donc je recalcule en intégrant pas seulement les suffrages exprimés, mais tout. Et les 38%, c'était sans les abstentionnistes. Voilà, c'est sur les suffrages exprimés, parce qu'on ne les compte pas autrement. C'est moi qui ai fait le calcul, là. Hein. Bon. Autrement, on ne compte pas, on compte pas en général les abstentionnistes. D'ailleurs, c'est une revendication de ceux qui veulent qu'on inclue le vote blanc ou l'abstentionnisme dans les calculs. Bon. Donc, si on compte les abstentionnistes, c'est très important parce qu'autrement, on va donner une part plus importante encore à l'extrême droite si on ne tient pas compte qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes quand même, même s'il y en a moins que dans l'ensemble de la population. Voilà, ça donne une idée du caractère composite. Hein, et comme je l'ai dit, l'écho de l'extrême droite est fort, mais il n'est pas majoritaire quand même. On l'avait déjà vu dans les thèmes ultra-conservateurs étaient présents, mais étaient minoritaires quand même. Les thèmes confusionnistes étaient plus larges, sans déterminer s'ils sont majoritaires ou minoritaires, et là, les thèmes confusionnistes, ils peuvent donner des choses, des votes différents. Donc, si on prend l'ensemble, j'ai présenté des éléments partiels du mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement social compliqué, qui a souvent été vu de manière plus homogène, soit positive, soit négative, en général plutôt positif. Hein. Et sur les discours publics, il y a plus eu de discours publics favorables que défavorables, et quand il y a eu des choses défavorables sur le mouvement, c'était lié à l'idée des violences et des casseurs, que les médias tendaient à distinguer, disons, des Gilets jaunes qui n'étaient pas des casseurs. Donc on en a fini sur les approches constructivistes, disons avec les différents auteurs, et puis avec deux exemples. Alors on va passer à un deuxième courant, disons, contemporain, c'est le point, le grand 2.2. C'est l'approche évolutionniste des mouvements sociaux, Alain Touraine et ses critiques. Donc on va prendre quelque chose qui est une tendance plus large dans les sciences sociales et dans l'analyse de l'action collective, ce qu'on va appeler évolutionnisme. Et on va prendre un auteur en particulier ou une école, hein, qui est Alain Touraine et son équipe. Et on va voir une série de critiques qui ont été faites. Alors, évolutionnisme, ça vient de évolution. Et on va voir que c'est une certaine vision de l'histoire qui est unidirectionnelle plus unidimensionnelle. C'est une tendance plus large dans les sciences sociales que la sociologie de l'action collective. C'est une certaine vision de l'histoire dans les sociétés humaines, de l'historicité des sociétés humaines, leur caractère historique. C'est une vue unidirectionnelle, donc l'histoire se déplacerait principalement dans une seule direction. Hein, c'est hérité des thématiques du progrès, hein, le progrès, mais les thématiques du progrès, elles étaient directement normatives, c'est-à-dire que c'est aller vers le mieux. Là, c'est pas forcément que ça va vers le mieux, mais il y a quand même une direction principale dans l'histoire. Hein. On pourrait penser que l'histoire va dans des directions différentes sans qu'il y ait une direction principale. Donc c'est une vue unidirectionnelle, il y a un trend principal dans l'évolution de l'histoire.
Et il y a une vue unidimensionnelle, c'est-à-dire toutes les dimensions d'une société, toutes les sphères d'activité, l'économie, la famille, la politique, etc., sont embarquées dans la même évolution. Unidirectionnelle, unidimensionnelle. C'est ça qu'on va appeler évolutionnisme. Donc j'ai dit, ça ne va pas de soi pour les sciences sociales aujourd'hui de penser ça, elles peuvent être critiques, on verra les critiques à la fin, puisque on peut penser, et c'est ce que souvent pensent les sciences sociales aujourd'hui, que les sociétés humaines, leur histoire a plusieurs directions en conflit au même moment. C'est-à-dire que ça peut aller dans différentes directions. Il n'y a pas de nécessité d'aller dans une direction. Donc il peut y avoir dans l'histoire humaine un jeu de tendances et de contre-tendances, sans nécessairement qu'il y ait une tendance principale. Et les sciences sociales ne pensent pas de manière unidimensionnelle nécessairement, parce que dans les différentes régions de l'expérience, ça n'évolue pas forcément dans la même direction. Si on prend par exemple, je vais prendre un exemple, on a tendance à penser souvent qu'il y a les médias, à partir des années 80, Margaret Thatcher en Angleterre de 1979, puis la prise de ses fonctions, il est élu en 80, de Ronald Reagan en 81, donc ce qui va marquer le début de ce qu'on appelait néolibéralisme dans les politiques publiques, que ça a marqué l'ensemble des médias. Bon. Tous les médias auraient été dans le sens du néolibéralisme. Bon. Si on fait une analyse un peu détaillée, on voit que c'est vrai, les secteurs économie des médias ont été dans ce sens, mais si on prend les secteurs culture, des mêmes journaux ou des mêmes rédactions, on a été dans des sens opposés même souvent. C'est-à-dire qu'à travers le cinéma, à travers ce qui est dit sur le théâtre, etc., on va au contraire défendre des valeurs anti-libérales. Bon. Donc, le secteur culture des médias, le secteur économie des médias ne vont pas forcément nécessairement dans la même direction. Évidemment, on a toujours l'idée qu'il faut que ça aille dans la même direction. On va dire les médias ont été convertis au néolibéralisme. Bon. Y compris même au Figaro, dans des journaux de droite, le secteur culture ne dit pas exactement les mêmes choses. Donc, c'est ça unidimensionnel, c'est que est-ce que toutes les dimensions évoluent dans la même direction? Il y a une analyse qu'avait fait il y a longtemps Max Weber, donc au début du XXe siècle, en expliquant qu'il y avait une différence entre le droit et l'économie en Grande-Bretagne et en Allemagne, dans le développement du capitalisme. C'est-à-dire que la rationalisation économique était forte et plus développée en Grande-Bretagne qu'en Allemagne, parce que c'est le premier pays, disons, qui a développé l'industrialisation. Mais par contre, le droit est resté moins rationalisé en Grande-Bretagne, basé sur des formes orales et beaucoup moins, disons, standardisé au niveau écrit. Alors que le droit a été beaucoup plus rationalisé, écrit, etc. en Allemagne. Donc, le droit n'a pas forcément été dans la même direction que l'économie, au développement du capitalisme. Donc, or, dans l'évolutionnisme, toutes les dimensions doivent évoluer dans la même direction. Donc, il y a une direction principale et toutes les dimensions évoluent dans la même direction. Ces tendances évolutionnistes ont profondément marqué et marquent les sciences sociales, parfois de manière nette. Alors on va parler d'un auteur évolutionniste, ça va être le cas d'Alain Touraine, soit de manière contradictoire, c'est-à-dire tel auteur aura des aspects évolutionnistes et d'autres aspects non évolutionnistes. On va trouver par exemple chez Marx, ce n'est pas une question qu'on a abordée, mais des aspects évolutionnistes et des aspects non évolutionnistes. Donc c'est une tendance qui a marqué l'histoire des sciences sociales,
quand elle devait aborder l'histoire. Et donc ça a aussi marqué la sociologie des mouvements sociaux. Donc je vais reprendre qu'un cas qui est celui d'Alain Touraine, qui a marqué, disons, la sociologie des mouvements sociaux dans les années 70. En France, et pas qu'en France. Ça a si bien marqué la sociologie des mouvements sociaux dans les années 70, c'est que le terme sociologie des mouvements sociaux a pendant un temps n'était utilisé que pour la perspective exprimée par Alain Touraine. Et aujourd'hui, quand on parle de sociologie des mouvements sociaux, en France, on met presque plus même Alain Touraine dedans. Mais il faut savoir qu'à la fin des... Oui. À la fin des années 70, au début des années 80, le label sociologie des mouvements sociaux était associé aux travaux d'Alain Touraine et de son équipe. La première fois que l'expression évolution, sociologie, enfin approche évolutionniste, elle est amenée, c'est quand? Ah, dès les débuts, il y a des dimensions évolutionnistes qu'on trouve chez Durkheim, il y a des notions évolutionnistes qu'on trouve dans les premiers pas de la sociologie chez Auguste Comte. Donc l'évolutionnisme, il est dès le départ des sciences sociales. Mais quand est-ce que c'est théorisé? Comment? Quand est-ce que c'est théorisé? Quand est-ce qu'on parle d'une approche On parle d'une approche évolutionniste quand on le critique, c'est-à-dire plus tard. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une certaine vision de l'histoire. C'est pas revendiquer l'évolutionnisme en général. C'est quand on le critique qu'on voit qu'il y a une tendance unidirectionnelle et unidimensionnelle. Bon. Mais c'est pas quelque chose qui est revendiqué. En fait, ça s'inscrit dans le sillage des Lumières et de la thématique du progrès. Et Alain Touraine ne dirait pas, lui, qu'il est évolutionniste. Hein. C'est ce qu'on peut dire, on va voir en analysant ses écrits, mais il ne va pas dire évolutionniste. Donc, Alain Touraine, il va en fait avoir le principal, en France en tout cas, et dans d'autres pays, le label de la sociologie des mouvements sociaux, à la fin des années 70, au début des années 80. Alain Touraine et ses collaborateurs, c'est un grand groupe avec différents collaborateurs. Et il y a eu quand même beaucoup d'échos internationaux dans l'approche des mouvements sociaux. En Amérique latine, la perspective de Touraine a été très importante. Au Japon, en Turquie par exemple, la perspective d'Alain Touraine sur les mouvements sociaux a été très forte. Bon. Et beaucoup de travaux qui ont été menés dans ces pays se sont référés à cette problématique, qui aujourd'hui, disons, est devenue une problématique plus marginale en fait. Alors on va commencer par expliciter le cadre théorique, c'est le grand A, le cadre théorique tourénien d'analyse des mouvements sociaux et ses critiques. Le cadre théorique tourénien d'analyse des mouvements sociaux et ses critiques. Alain Touraine a d'abord été un sociologue du travail. Donc il commence comme sociologue du travail dans les années 50 et 1960. Il va travailler sur les univers ouvriers. Et c'est au cours des années 70 et au début des années 80 qu'il va devenir donc un des principaux sociologues des mouvements sociaux. Donc il est passé de la sociologie du travail à la sociologie des mouvements sociaux. Et c'est mai 68 qui va faire la bascule de la sociologie du travail et la sociologie des mouvements sociaux. Parce que ça va être un des analystes, disons, de mai 68. Et c'est l'événement qui va contribuer à le faire, à l'orienter vers la sociologie des mouvements sociaux. Il y a un livre programmatique et théorique important où il va développer ses conceptions. C'est un livre programmatique, c'est-à-dire c'est aussi un programme de ce qu'il faudrait faire et des éléments théoriques. C'est un livre qui s'appelle « La voix et le regard ». La voix et le regard, et il est sous-titré « Sociologie des mouvements sociaux », sociologie au singulier. La voix et le regard, sociologie des mouvements sociaux, donc c'est un livre de 1978.
Donc, cette sociologie des mouvements sociaux s'appuie tout à la fois sur une certaine définition des mouvements sociaux et sur une certaine lecture de l'histoire des sociétés occidentales. Alors, ça sera mon premier point. Petit a, le cadre théorique tourénien. Le cadre théorique tourénien. On va voir après que Touraine a aussi apporté des dimensions méthodologiques que je mettrai à part, hein, bon, comme technique d'enquête, disons. D'abord, il donne une définition des mouvements sociaux qui serait peu retenue aujourd'hui, parce que c'est une définition assez exigeante qui fait que si on retient cette définition, en fait, il y a très peu de mouvements sociaux. Par exemple, quand on entend dans le métro que suite à un mouvement social, il n'y aura pas de métro, c'est pas cette catégorie de mouvement social. Hein. C'est une vision très exigeante qui est en fait calée sur un mouvement socio-historique important qui a été le mouvement ouvrier. Alors voilà la définition qu'il donne de mouvement social. Un mouvement social est l'action collective organisée par laquelle un acteur dominant ou dominé lutte pour la direction sociale de l'historicité dans un ensemble historique concret. Un mouvement social est l'action collective organisée par laquelle un acteur dominant ou dominé lutte pour la direction sociale de l'historicité. Lutte pour la direction sociale de l'historicité dans un ensemble historique concret. Bon, vous retrouverez cette définition sur le PowerPoint. Donc, alors la notion d'historicité. Donc il y a de l'action collective organisée. Bon, premier point. Il y a dominant et dominé. Donc il y a des rapports de domination. Acteur dominant, acteur dominé. Il y a des rapports de domination. Et il y a une lutte autour de la direction sociale de l'historicité. Alors qu'est-ce que Touraine appelle l'historicité? Le mot historicité peut avoir des sens différents. Il y a le sens large que moi j'utilise souvent, qui est l'historicité, c'est le fait que les sociétés humaines ont un caractère historique, c'est-à-dire qu'elles se transforment au cours du temps. Bon, ça c'est le sens large. C'est pas ce sens large que retient Touraine. L'historicité, ça serait l'idée d'un contrôle conscient des sociétés humaines sur leur histoire. Donc c'est une définition restreinte d'historicité, c'est le contrôle conscient des sociétés humaines sur leur histoire. Ce que Touraine appelle aussi la production de la société par elle-même, hein, qui est une formulation constructiviste, la production de la société par elle-même. Donc, ce n'est pas simplement le caractère historique des sociétés humaines, mais l'historicité pour Touraine, c'est le mouvement d'orientation consciente de l'histoire. Par les groupes humains. Et donc, un mouvement social, c'est celui qui essaye de lutter pour le contrôle conscient du mouvement de l'histoire. Donc on voit bien qu'un mouvement comme le mouvement ouvrier a, disons, émergeant à la fin du XVIIIe siècle, en tout cas pour la Grande Bretagne comme on l'a vu avec Thomson, bon, mais se développant surtout au XIXe, puis au XXe, ce qu'on a appelé mouvement ouvrier, c'est un mouvement, une action collective organisée, avec un acteur dominé qui luttait contre un acteur dominant, hein, le capitalisme, les propriétaires des moyens de production, etc., et qui visait à un certain contrôle, disons, de l'orientation de l'histoire et de la société. Soit dans une logique réformatrice, soit dans une logique révolutionnaire. Mais la plupart des mouvements sociaux ne luttent pas pour le contrôle conscient de l'ensemble de la société. Quand il y a une grève, disons, pour un salaire ou des conditions de travail, disons, dans le métro lyonnais, quand il y a un mouvement lycéen, etc., ce n'est pas une lutte pour le contrôle conscient, disons,
Donc, en fait, une grande partie des mouvements, de ce qu'on appelle mouvements sociaux dans la société ne correspondent pas à la définition exigeante de Touraine. Donc, c'est pour ça que dans la logique de Touraine, il y a très peu de mouvements sociaux, au sens d'un contrôle, de l'historicité. Par contre, en tant que mouvement social naissant, le mouvement écologiste pourrait être dans le sens de Touraine parce qu'il vise à un contrôle conscient de l'orientation de la société. Cette conception du mouvement social est aussi calée sur une contradiction principale. Dans une société, il y a toujours une contradiction principale dans les rapports sociaux. Autour de dominant-dominé. Voilà ce qu'écrit Touraine. À un système d'action historique correspond un rapport de classe principal et par conséquent un couple de mouvements sociaux antagonistes. À un système d'action historique correspond un rapport de classe principal et par conséquent un couple de mouvements sociaux antagonistes. C'est-à-dire que dans chaque époque historique, il y a, disons, une contradiction entre deux groupes principaux, entre dominant et dominé principal. Là, on reprend une idée de Marx. Et puisqu'il y a une contradiction entre deux groupes principaux, dominant et dominé, il y a une opposition entre deux mouvements sociaux. Un qui représente les dominants, un qui représente les dominés. Un système d'action historique correspond à un rapport de classe principal et par conséquent un couple de mouvements sociaux antagonistes. Là aussi, tous les mouvements sociaux ne correspondent pas à une contradiction principale. Par exemple, si on prend le mouvement écologiste, oui, ça pourrait être, parce qu'on pourrait considérer que ce qui a été théorisé par Bruno Latour, qu'il y a une classe écologiste, c'est-à-dire ceux qui prennent le parti de la défense de la planète et de la préservation de la nature contre les autres, et avec un mouvement d'orientation, là ça pourrait marcher. Mais ça ne marcherait pas pour le mouvement antiraciste, pour le mouvement féministe, etc. Ni l'idée d'une contradiction principale, sauf le mouvement féministe qui considérait qu'il y aurait une contradiction principale de l'opposition entre les hommes et les femmes, et que donc il doit y avoir une victoire du groupe des femmes sur le groupe des hommes pour prendre le contrôle conscient. Mais en général, la majorité des courants féministes ne sont pas dans cette logique. Bon. Et pour les mouvements antiracistes aussi, il n'y a pas l'idée d'un contrôle et de la victoire d'un groupe sur un autre. Bon. D'autant plus qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux qui se revendiquent de minorités et donc qui n'ont pas vocation à avoir un poids majoritaire dans la société. Oui. La définition et le passage que vous venez de citer sur la contradiction, oui. Elle veut forcément dire qu'il doit y avoir la prise... parce que la prise de contrôle de l'historicité, ça peut vouloir dire simplement qu'on donne un cours à l'histoire différent que celui qui est actuel, mais pas nécessairement que le groupe en lutte prend le contre... c'est un lien, c'est qu'il y a un groupe dominé et il va prendre le contrôle conscient de l'orientation de la société. Mais pour en faire un récit collectif, c'est pas nécessairement... Il le prend parce qu'il est dominé, et il est majoritaire, il est dominé par un groupe minoritaire, et donc il va reprendre le contrôle conscient pour, ça peut être pour construire le socialisme, etc., pour un autre type de forme. Bon. À ce rythme-là, le féminisme, ça rentre dedans, puisque le féminisme, c'est l'égalité entre les gens, alors le contrôle de l'historicité, c'est reprendre un pied d'égalité. Oui, mais ça supposerait qu'on va considérer que homme-femme, c'est la contradiction principale de la société, et que c'est ça qui va être l'élément principal d'orientation de la société. On pourrait penser qu'il y ait l'idée qu'il y a deux groupes, les hommes et les femmes, et que le mouvement féministe va défendre, disons, le groupe des femmes contre les hommes, et dans ce rapport de domination entre les hommes et les femmes, qui serait la contradiction principale de la société, il va orienter dans une autre direction. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose, parce que, par exemple, ça suppose que c'est les femmes qui prennent le contrôle conscient de la société contre les hommes qui est le groupe dominant. On voit bien que ça marche pour bourgeois prolétaires,
c'est les prolétaires qui prennent le pouvoir contre les bourgeois qui sont minoritaires, etc. Mais ça marche moins pour le mouvement féministe qui, en dehors de, disons, de secteurs particuliers, ne considère pas qu'on doit éliminer les hommes comme groupe qui doit être mis de côté et qu'on doit y avoir une prise de pouvoir contre. Voilà. Et donc, parce que le modèle d'Alain Touraine est un modèle qui est très calé sur, en fait, un modèle, un mouvement particulier, c'était le mouvement ouvrier. Et donc, il veut que les mouvements qui suivent soient sur le même modèle. Hein. Donc, il faut bien rentrer. Là, on ne dit pas si Touraine a raison ou pas, on part de sa conception. Hein. Ça va être, évidemment, le cadre de Touraine va plus être envisageable si on a une perspective qu'on dit aujourd'hui intersectionnelle. Parce que si on a une perspective intersectionnelle, c'est l'idée qu'il y a plusieurs contradictions à un même moment dans la société, plusieurs rapports de domination qui s'imbriquent, et que donc un mouvement social va être à la fois différents mouvements autonomes liés aux différentes contradictions, et éventuellement des convergences entre ces différents mouvements. Bon. Donc il faut avoir en tête qu'il y a quand même un modèle qui est celui de l'histoire du mouvement ouvrier, qui est très inspiré du marxisme, parce qu'on va voir après les rapports entre Touraine et le marxisme. Souvent il est considéré comme anti-marxiste, parce qu'il va y avoir une divergence forte à un moment donné. Mais en fait il reprend fortement les schémas marxistes, hein, d'une contradiction principale dans la société, et à partir de là, un mouvement social principal. Ce qui va le distinguer des marxistes, on va voir, c'est que lui, il ne considère plus qu'on est dans capital-travail aujourd'hui. On serait dans une nouvelle contradiction principale. Donc c'est là où il va se séparer des marxistes. Il a le même schéma qu'eux, mais il ne va plus considérer que c'est capitalisme, travail salarié, la contradiction principale aujourd'hui. On verra qu'est-ce qu'il considère comme étant la contradiction principale. Donc, la voix et le regard synthétisent les dimensions principales du programme de recherche qui est lancé par Touraine à l'époque en 1978 et par son équipe. Son équipe, c'est le CADIS. C'est le centre d'analyse et d'intervention sociologique. Alain Touraine est mort cette année, il était très, très vieux, je ne me rappelle plus quelle année, etc., mais dans les 90 ans. Donc, mais il a marqué, disons, l'histoire du CADIS, qui est un centre qui existe à l'École des hautes études en sciences sociales, donc le centre d'analyse et d'intervention sociologique. Mais il y a beaucoup de sociologues qui ont marqué la sociologie, qui étaient des élèves de Touraine et qui ont été, disons, des figures du CADIS comme François Dubé ou Michel Vivorca. Donc il y a eu toute une équipe, hein, et des sociologues relativement connus. Le nom d'Alain Touraine, disons, chapeaute ça. Et ce programme de recherche a touché une diversité de terrains. Une des premières études, ça a été sur le mouvement ouvrier, mais qui va mettre en évidence que le mouvement ouvrier est en crise et que donc la contradiction principale n'étant plus capital-travail, ce mouvement est en crise et il faut penser une nouvelle contradiction qui va permettre de penser les nouveaux mouvements sociaux. Et il y a eu les luttes étudiantes, un livre, le mouvement des femmes, le mouvement antinucléaire. Ça a été les premiers terrains de mise en pratique de ce programme qui ont donné à chaque fois des livres, hein, autour de chaque fois du mouvement social concerné. La question qui oriente ce programme de recherche est la suivante. Quel est le mouvement social qui occupera dans la société post-industrielle le rôle central qui fait celui du mouvement ouvrier dans la société industrielle ? Quel est le mouvement social qui occupera dans la société post-industrielle le rôle central qui fait celui du mouvement ouvrier dans la société industrielle? Oui. Et donc là, il considère les luttes étudiantes, les mouvements antinucléaires et féministes comme des mouvements sociaux. Alors, c'est la complication. C'est qu'on va voir, ce mouvement social principal qu'il cherche, il n'existe pas encore. Donc il cherche dans des luttes qui existent à son époque des indices de ce que pourrait être le futur mouvement social. Donc c'est des indices pluriels, puisqu'à chaque fois c'est pas la même chose, les mouvements étudiants, le mouvement antinucléaire, le mouvement féministe. Mais normalement, dans son esprit, c'est pas le mouvement antinucléaire qui est le nouveau mouvement principal, ni le mouvement féministe, ni les luttes étudiantes, mais ça serait des indices de ce que pourrait être le nouveau mouvement, qui n'est pas encore là. Bon.
Et donc, il y a une dimension prophétique dans le rôle attribué au sociologue par Alain Touraine. Prophétique, c'est-à-dire il doit faire apparaître ce qui n'est qu'en germe dans le présent, dans la réalité. Cette dimension prophétique lui a été beaucoup reprochée. Tout le monde n'a pas la même vision, disons, prophétique de la sociologie, c'est-à-dire d'annoncer ce qui n'est qu'en germe et qui devrait être le principal dans le futur. Bon. Voilà ce qu'il écrit sur le rôle du sociologue. Le rôle du sociologue est aussi de faire apparaître les conflits sociaux de la nouvelle société et leur enjeu culturel. Le rôle du sociologue est aussi de faire apparaître les conflits sociaux de la nouvelle société et leur enjeu culturel. Donc, le point de vue de Touraine apparaît doublement évolutionniste, si on revient à notre histoire d'évolutionniste. Il est évolutionniste parce qu'il trace une évolution des structures sociales des sociétés occidentales. Les sociétés occidentales ont une évolution, à chaque fois marquée par une contradiction principale, et puis après une autre contradiction principale succède à la contradiction principale antérieure. Donc il y a une évolution des structures sociales des sociétés occidentales, à chaque fois à partir d'une contradiction principale. Et il y a une évolution des mouvements sociaux. C'est-à-dire que les mouvements sociaux évoluent dans le même sens que la contradiction principale. À un certain type de contradiction principale, il y a un type de mouvement social, et puis quand la contradiction principale n'est plus la même, c'est un autre mouvement social. Donc il y a une évolution des structures sociales des sociétés occidentales et une évolution des mouvements sociaux. Alors ça reste encore abstrait, donc il faut donner le contenu. Donc on a des éléments sur ce contenu, puisque pour Touraine, nous serions passés du cadre de la société industrielle à la société post-industrielle. À la société industrielle, il y aurait un type de contradiction principale autour de capital-travail, mais à la société post-industrielle, il y aurait une autre contradiction principale, et donc ça ne serait plus le mouvement ouvrier, le mouvement social principal, il faudrait un autre mouvement. Alors, cette société post-industrielle, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé à partir des années 60 de société post-industrielle, lui a donné un autre terme aussi, il a parlé de société programmée. Société programmée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la société programmée? Il explicite ainsi: dans la société programmée, la production et la diffusion de biens culturels occupent la place centrale. Dans la société programmée, la production et la diffusion de biens culturels occupent la place centrale, qui était celle de la production des biens matériels dans la société industrielle. Donc dans la société industrielle, le principal tournerait autour de la production de biens matériels. Dans la société programmée, c'est autour de la production et de la diffusion de biens culturels. Bien culturel, c'est plus large que ce que nous, on appelle culture. C'est ce qu'on appelle les biens culturels et l'ensemble des services pour Touraine. Souvent, aujourd'hui, ce n'était pas le terme qu'employait Touraine à l'époque, mais aujourd'hui, on va parler de biens immatériels. Alors, ça concerne l'éducation, l'information, les industries culturelles, mais aussi les soins médicaux, par exemple. Ça va être inclus dans ce qu'il appelle biens culturels. Donc c'est en fait les biens immatériels par rapport aux biens matériels. Alors ce qu'on appelle services et ce qu'on appelle tout ce qui concerne la culture, mais plus large que la culture, l'ensemble des services. Donc dans ces sociétés programmées ou post-industrielles, c'est autour de ces biens immatériels que réside la contradiction principale, plutôt que dans la société industrielle, autour de la production des biens matériels. Comme le cœur n'est plus le même, le type de domination principale n'est plus le même dans la société programmée. Je cite: dans la société programmée, la domination de classe consiste moins à organiser le travail qu'à gérer des appareils de production et d'information.
Dans la société programmée, la domination de classe consiste moins à organiser le travail qu'à gérer des appareils de production et d'information. Dans la société industrielle, c'est ceux qui, disons, possèdent les usines qui organisent les choses autour du travail, de la production de biens matériels. Dans la société programmée, c'est la gestion des appareils de production, d'information, de diffusion des biens matériels. C'est les gestionnaires de toutes ces productions de services et de biens culturels. La domination principale se déplaçant, les acteurs principaux, les luttes sociales se déplacent aussi. Et donc l'hypothèse de Touraine, celle-là, ce n'est plus la lutte du capital et du travail dans l'usine qui est l'essentiel, mais celle des appareils et des usagers. Les appareils de production et de gestion des biens culturels, des biens immatériels, et les usagers de ces biens. Ça peut être aussi bien les usagers de l'école que les usagers de l'hôpital, que les usagers, disons, de la production des formes urbaines, tous les usagers dans un sens large. C'est l'opposition entre les gestionnaires et les usagers, et non plus entre le capital et le travail. Ce n'est plus la lutte du capital et du travail dans l'usine qui est l'essentiel, mais celle des appareils et des usagers, consommateurs ou habitants, définis moins par leurs attributs spécifiques que par leur résistance à la domination de ces appareils. Donc, la société industrielle aurait défini une contradiction principale, la contradiction capital-travail, qui s'exprime principalement sur les lieux de production, les usines. Le mouvement central est alors le mouvement ouvrier. Là, Touraine suit les analyses marxistes, mais à la différence des schémas marxistes, on aurait changé de cadre, et donc de mouvement social principal. Donc, serait venue l'ère de ce qu'il appelle les nouveaux mouvements sociaux. Alors, ces nouveaux mouvements sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le nouveau mouvement social principal, ce sont les indices dans le présent de ce que pourrait être ce nouveau mouvement social principal. C'est des indices, des révélateurs, des germes balbutiants, incomplets, contradictoires de ce que serait le nouveau mouvement social principal. Donc il faut avoir en tête qu'on va avoir deux expressions chez Touraine, les nouveaux mouvements sociaux et l'hypothèse que de ça va naître le nouveau mouvement social principal. Alors, petit b, on va passer aux critiques. Critique au pluriel des analyses tourainiennes des mouvements sociaux. Critique des analyses tourainiennes des mouvements sociaux. Alors, les critiques qui ont été faites à cette sociologie des mouvements sociaux sont de plusieurs ordres. D'abord, on va considérer qu'elle développe une vision trop évolutionniste des logiques de l'histoire. Toujours la critique de l'évolutionnisme, c'est-à-dire cette idée que l'histoire des sociétés évolue dans une direction et que les luttes sociales évoluent dans une direction principale aussi. On pourrait penser qu'il y a plusieurs directions en jeu, ou en conflit. Là, il y a une direction. Et cet évolutionnisme revêt alors, comme je l'ai dit, une tonalité prophétique qui renforce l'évolutionnisme. Parce qu'il s'agit en fait pour le sociologue de lire dans le marc de café l'avenir, à partir de petits indices qui sont dans le présent. Et donc ça déborde largement ce que font les sociologues habituellement, d'analyser les formes présentes. Mais en analysant les formes présentes, je dois commencer à voir ce qui va être les éléments de l'avenir. Oui. Je crois qu'il y a une seule direction de l'évolution de l'humanité chez Touraine, Oui. alors qu'il y a quand même une opposition entre deux classes. Du coup, entre qui va gagner, il va y avoir deux évolutions possibles. Oui, mais parce qu'il y a l'idée, évidemment, comme il y a cette idée prophétique qui est déjà chez Touraine, c'est que finalement, c'est le mouvement dominé qui va
d'une certaine façon, imprimer la direction. Parce que, par exemple, il va considérer que c'est le mouvement dominé qui va imprimer le mouvement ouvrier, qui va faire qu'il y a les réformes sociales, l'État social, etc., qui va finalement donner une certaine direction à... on est dans les années, fin des années 70, des années 80, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une période encore où, finalement, le mouvement social, le mouvement ouvrier, a marqué l'évolution, disons, de la plupart des sociétés occidentales ou autres, en inscrivant dans les politiques publiques des dimensions sociales. Et il faut savoir que Touraine intervient avant le tournant néolibéral, où on va connaître, pour la première fois de manière systématique, au contraire, une régression sociale des sociétés. Bon. Mais là, on est dans une période, 78, 80, début des années 80, où ça va plutôt dans le sens d'une amélioration. Et particulièrement dans le cas de la France, on le verra après d'ailleurs. Dès 1982, on a eu des études des organismes publics comme le Cercle, le Centre d'études des coûts, qui vont montrer que on a un trend assez continu d'amélioration depuis l'après-guerre dans les rapports entre les revenus du capital et les revenus du travail, au profit des revenus du travail, y compris dans la période gaulliste, y compris dans la période Pompidou, y compris dans la période Giscard, et que le basculement en faveur des revenus du capital contre les revenus du travail intervient à partir de 82-83, c'est-à-dire avec la gauche. Donc, globalement, si on ne se pose pas les questions d'idéologie, c'est que la période Giscard de droite a été plus favorable aux revenus du travail et des salariés, et la période Mitterrand, à partir de Mitterrand, ça a été le moment où ça est devenu défavorable aux revenus du travail. Bon, évidemment, c'est contre-intuitif parce qu'on pense que la gauche était là pour, disons, améliorer la situation des revenus du travail, puisque c'est ça qui était son discours. Mais les analyses, disons, des institutions, à l'époque, c'était un centre qui s'appelle le Cercle d'études et de recherche sur les coûts, a montré ça, c'est que le basculement s'opère vers 82-83, et que donc, en fait, la grande période pour les salariés et la période la plus difficile pour, disons, les capitalistes, c'est la période Giscard. Et évidemment, ça peut être contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut penser. Donc, Touraine se situe dans ce cadre où, en fait, il y a un mouvement social, le mouvement ouvrier, des luttes syndicales, etc. Et finalement, il y a une tendance quand même à l'inscription des idées de ce mouvement social, même s'il ne prend pas le pouvoir, dans le mouvement de la société quand même. Il oriente plutôt vers un sens social. Bon, il y a la première critique sur l'évolutionnisme en général. Bon. Il y a des critiques spécifiques, comme les sociologues marxistes vont reprocher à Touraine de donner une importance démesurée à ce qu'il appelle les nouveaux mouvements sociaux, comme indice du futur mouvement social. Et ils lui reprochent d'enterrer trop vite le mouvement ouvrier. Eux vont considérer que le mouvement ouvrier demeure le mouvement principal. Donc là, il y a une première divergence. Et ce que vont dire, dans une forme de prophétie autoréalisatrice, ce que vont dire les sociologues marxistes à l'époque, c'est qu'en annonçant la mort du mouvement ouvrier et l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, Touraine contribue à accentuer les difficultés du mouvement ouvrier, en annonçant sa mort. D'autre part, les sociologues marxistes et ceux qui se situent dans le sillage de Bourdieu vont critiquer l'ethnocentrisme social. Ethnocentrisme, c'est une analyse que peuvent faire les anthropologues comme Claude Lévi-Strauss. Ethno, c'est groupe humain. Centrisme, c'est centré sur les critères de son groupe humain.
Donc les ethnologues ont utilisé ça pour voir le rapport entre les différentes civilisations. Par exemple, l'ethnocentrisme, c'est de considérer que sa civilisation, on l'appelle sa civilisation, et les autres, on les appelle les barbares. Bon, c'est classique dans les rapports entre civilisations. Et les sociologues ont utilisé cette catégorie, non plus entre des rapports entre civilisations, mais entre groupes sociaux au sein d'une même société. Et donc, c'est d'où la thématique de l'ethnocentrisme social ou du racisme de classe. Bon. C'est-à-dire, c'est l'idée de juger la société à partir des critères de son propre groupe social d'appartenance. Pourquoi ethnocentrisme social? Parce que cette approche des nouveaux mouvements sociaux aurait une proximité forte avec les comportements, les modes de vie, le rapport au travail, les valeurs des nouvelles couches moyennes salariées. C'est-à-dire que ce que nous disent ces critiques, marxistes ou bourdieusiennes, c'est que les nouveaux mouvements sociaux de Touraine, c'est surtout des mouvements sociaux qui expriment les nouvelles couches moyennes salariées, qui constituent qu'une partie de la population et qu'une partie des salariés. Et on va un peu hypostasier ces formes en faisant le centre. À l'époque de Touraine, jusqu'au début des années 90, par exemple, si on prend simplement les catégories socio-professionnelles, le groupe des catégories socio-professionnelles ouvriers, jusqu'au début des années 90, reste le groupe principal chez les salariés. Il reste objectivement, en termes de chiffres, le groupe principal, mais quand on fait des enquêtes, on demande aux gens combien il y a d'ouvriers, on considère qu'il y en a 10%, 5%, qu'ils ont disparu. Mais dans les enquêtes de l'INSEE, ça reste le groupe principal. C'est autour des années 2000 que la catégorie socio-professionnelle employée va dépasser la catégorie socio-professionnelle ouvrier, en France. Donc très longtemps, le groupe ouvrier est resté quand même fort, même s'il avait disparu de la visibilité. Bon. Ouvrier-employé, c'est les deux catégories qui sont considérées comme les catégories qui incarnent ce qu'on appelle milieu populaire. Bon. Ouvrier-employé ensemble, ça reste chez les salariés le groupe majoritaire aujourd'hui. Et donc ce que reproche là à Touraine, c'est de donner une importance démesurée aux valeurs, aux représentations, au type de mode de vie de groupes qui sont très visibles dans l'espace public, comme les nouvelles couches moyennes, les cadres, les techniciens, voilà, certains professionnels de santé, bon, etc. Bon, on va leur donner une importance démesurée par rapport, disons, à leur place numérique dans la société. Parce que ce sont souvent eux qui animent les nouveaux mouvements sociaux aussi. Ce ne sont plus des ouvriers et des employés qui animent ces nouveaux mouvements sociaux, comme dans le mouvement ouvrier. Enfin, les critiques ont noté que la prophétie énoncée par Touraine quant aux nouveaux mouvements sociaux, qui a été énoncée, disons, à la fin des années 70, début des années 80, n'a pas marché. Sur le moment, au moment où Touraine l'annonce, le mouvement des femmes comme le mouvement antinucléaire n'ont pas grossi. Et même, ils ont régressé fortement. En fait, au moment où Touraine annonce le mouvement des femmes comme un des mouvements importants qui annonce le futur, c'est le moment où, au contraire, le mouvement des femmes régresse par rapport à la période post-68, à la création du MLF. Et en fait, le mouvement des femmes ressurgit récemment avec MeToo en France. Mais autrement, il est dans une phase de régression au niveau numérique très forte, par rapport à ce qu'on a connu, disons, à la fin des années 70, début des années 80. Le mouvement nucléaire, antinucléaire aussi, a une forte régression. Donc c'est au moment où Touraine annonce l'importance de ces mouvements qui régressent. Et en même temps, il y a eu une renaissance de lutte sociale dans les années 90 qui ont redonné une certaine place au syndicalisme classique. Ça a été le grand mouvement social de 1995 en France, qui est considéré comme un mouvement numériquement aussi important que mai 68. Mais là, c'est le syndicalisme classique qui est au cœur. Comme depuis les mouvements contre les réformes des retraites qu'on a connus, ce sont des mouvements massifs et organisés autour du syndicalisme classique.
Donc, il y a l'idée que la prophétie de Touraine n'a pas marché, puisqu'il il parle du déclin d'une forme qui reste quand même importante, le syndicalisme classique, et il annonce l'importance de mouvements qui finalement ne se révèlent pas aussi importants. Alors, il faut resituer ça aussi sur les débats politiques et intellectuels. Donc, c'est mon petit c, déplacement politico-intellectuel d'Alain Touraine. Déplacement au pluriel. Déplacement politico-intellectuel d'Alain Touraine. Tout d'abord, Touraine et son équipe ont largement déserté l'analyse des mouvements sociaux à partir des années 90. C'est-à-dire que ça a été, j'ai dit, l'élément phare de ce qu'on appelait sociologie des mouvements sociaux, mais cette équipe a largement arrêté d'analyser les mouvements sociaux à partir des années 90. Et elle ne s'est pas du tout intéressée à ce qu'on a appelé les nouveaux mouvements sociaux des années 1990-2000. Il y a eu une renaissance de mouvements sociaux. On les a appelés aussi nouveaux mouvements sociaux. Ça n'avait rien à voir avec ceux de Touraine parce que c'est les mouvements des sans emploi, sans papier, sans logement, qui se développent, disons, au cours des années 90, ou le mouvement altermondialiste qui se développe, disons, à la fin des années 1990 sur une base nationale et internationale. Ils ne sont pas intéressés à ces mouvements, mais qui ne correspondaient pas exactement à leurs critères de mouvements sociaux. Ils sont intéressés à d'autres questions, et plus aux mouvements sociaux. Ce qui est lié à une certaine déception par rapport aux nouveaux mouvements sociaux des années 70, une déception parce qu'ils n'ont pas donné tout ce que, disons, la prophétie d'Alain Touraine leur attribuait. Bon. Mais aussi, c'est une évolution politique de Touraine dans le sens d'une modération politique. Parce que Touraine, c'est ça qui va le faire basculer de la sociologie du travail à la sociologie des mouvements sociaux. Ça devient un des théoriciens du mouvement de mai 68. Donc, autour de 68, il y a une certaine radicalité dans la sociologie. Puis intellectuellement, il va accompagner dans les années 70-80 ce qui est appelé la nouvelle gauche, enfin la deuxième gauche, c'est-à-dire symbolisée politiquement par Michel Rocard et sur le plan syndical par la CFDT. Alors il faut avoir la CFDT avec une évolution, c'est-à-dire que la CFDT des années 70, c'est une CFDT qui défend la lutte des classes, l'autogestion, et un certain nombre de nouveaux mouvements comme le féminisme, l'écologie. C'est plus tout à fait la CFDT qu'on a connue par la suite, qui était une CFDT qui était surtout dans la négociation avec les pouvoirs publics ou les entreprises. Non, c'était une CFDT qui est née de la CFTC, qui était la Confédération chrétienne, et qui a été une rupture laïque avec la CFTC sur une base, disons, de radicalité, lutte de classe, autogestion et nouveau terrain de lutte. Bon. La CFDT va, comme on va dire, se recentrer à partir du début des années 80. Donc, et Michel Rocard, au départ, il est issu d'un parti d'extrême gauche, le PSU. Et il va rejoindre le Parti socialiste après la première campagne de François Mitterrand, enfin la deuxième, la première à la tête du Parti socialiste de 1974. Donc, mais au départ, Rocard, c'est de la figure du PSU, qui est un parti d'extrême gauche à l'époque. Donc Touraine va accompagner ce mouvement de ce qu'on appelle la deuxième gauche, Rocard, la CFDT, avec une particularité, c'est de se dissocier de plus en plus des problématiques marxistes, donc celle associée au mouvement ouvrier. Et puis après, dans l'après-81, cette deuxième gauche s'est de moins en moins intéressée au mouvement et a plutôt accompagné l'évolution néolibérale. C'est notamment Michel Rocard de quelqu'un qui vient du PSU et qui était un dirigeant du PSU, Parti Socialiste Unifié, donc plutôt considéré à l'extrême gauche, en 68 et après 68, va devenir un de ceux qui, au sein de la gauche, va défendre le rôle du marché. Donc il y a cette évolution.
Et Touraine accompagne cette évolution. Donc, ce qui fait que Touraine s'est trouvé en porte-à-faux avec le développement, disons, de la contestation anti-néolibérale dans les années 1990-2000, parce qu'il lui a plutôt accompagné cette évolution néolibérale. Et ça s'est très bien, fortement marqué, l'hiver 95, avec ce grand mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était lié à la réforme de la sécurité sociale promue par le Premier ministre de l'époque de Chirac, qui était Alain Juppé. Et il va y avoir un grand mouvement social contre cette réforme de la sécurité sociale. Et dans l'espace intellectuel va être opposé entre deux camps. La pétition dite Esprit, du nom de la revue Esprit, qui va soutenir, disons, la réforme de la sécurité sociale d'Alain Juppé. La revue Esprit est une revue de gauche, donc c'est une partie de la gauche intellectuelle qui va soutenir, dont Alain Touraine, la réforme de la sécurité sociale, et va s'opposer à la pétition Esprit, la pétition dite Bourdieu, qui va soutenir le mouvement social. Ça va être une grande, disons, opposition au niveau intellectuel avec deux camps, hein, la pétition Esprit et la pétition Bourdieu. Bon, Touraine est du côté de la pétition Esprit. La pétition Bourdieu soutient les manifestants et les grévistes contre la réforme de la sécurité sociale. Voilà, donc il faut resituer aussi par rapport au déplacement politico-intellectuel de Touraine. Hein. Disons, de figure qui exprime la radicalité de mai 68 jusqu'à une figure qui accompagne, disons, le mouvement néolibéral. Petite idée pour préciser les rapports entre le tourainisme et le marxisme. Donc le tourainisme et le marxisme, petite idée. Donc la question des rapports entre la sociologie tourainienne, les mouvements sociaux et la sociologie marxiste. Sociologie marxiste, hein, je différencie marxien et marxiste. Marxiste, c'est cette certaine lecture de Marx hein, qui est proposée et qui ne correspond pas forcément, disons, au caractère composible de l'œuvre de Marx. Hein. Alors, c'est compliqué parce que ce qui est public, c'est qu'on va insister souvent sur l'opposition entre les deux. Puisque Touraine prophétise la fin de la société industrielle organisée autour des rapports capital-travail et donc la fin du mouvement ouvrier, il s'oppose à la sociologie marxiste qui va considérer qu'on est toujours dans une société capitaliste, donc c'est toujours capital-travail qui est la contradiction principale, et donc c'est toujours le mouvement ouvrier, en tout cas le mouvement des salariés qui est le mouvement social principal. Donc là, il y a un affrontement hein, sur le contenu qu'on donne. Donc on insiste souvent sur l'opposition entre la perspective tourainienne et la perspective marxiste. Toutefois, et c'est ça qui est moins visible, au niveau du contenu de l'analyse, les schémas d'analyse de Touraine et des marxistes sont très proches. Il y a des fortes proximités. Touraine montre, comme nombre de marxistes, c'est plus compliqué chez Marx, je l'ai dit, s'inscrivent à l'intérieur d'une philosophie de l'histoire qui est tendanciellement évolutionniste, avec une tendance principale d'évolution de l'histoire, et donc aussi une tendance principale des mouvements sociaux. Ça, c'est commun aux marxistes et Touraine. Et Touraine, en fait, l'emprunte aux marxistes. Avec des accents prophétiques qu'on trouve aussi dans le marxisme, souvent. Hein. L'idée que, finalement, il y a cette évolution principale, mais que, finalement, c'est un camp qui va gagner, hein, à peu près nécessairement. Bon, ça va mettre du temps, il y aura des problèmes, etc., mais finalement, il y a un camp qui va gagner, hein, celui du mouvement ouvrier. Donc, selon cette vision de l'histoire, des types de sociétés caractérisées par un conflit central se succèdent les unes aux autres. C'est commun à Touraine et aux marxistes. Mais, sur la période récente, ils ne vont pas donner le même contenu. Sur le passé, ils vont donner le même contenu. Sur la période récente, ils ne vont pas donner le même contenu à ce conflit principal.
Mais en fait, l'outillage théorique est très très proche. La représentation du monde. Alors, les perspectives présentées par Touraine ne sont pas les seules dans ce type. Alors, on va simplement signaler quelques éléments qui vont dans ce sens. Ça va être le petit E. Convergence post-matérialiste avec Touraine et critique. Convergence post-matérialiste. Convergence au pluriel. Post-matérialiste. Alors, il y a toute une série d'auteurs, là on est sur le cas français, mais Ronald Inglehart, c'est un Américain. Alberto Melucci, c'est un Italien. Là, c'est par exemple le livre Silent Revolution. Et là, ça peut être un article, un article sur PowerPoint. New Social Movements, qui est de 1980 de Melucci. Donc, le Touraine n'est pas le seul à avoir développé, disons, la thématique des nouveaux mouvements sociaux, bon, à la même époque, qui seraient liés à des transformations structurelles des sociétés. D'autres travaux ont été dans cette voie avec des tonalités un peu différentes de Touraine, donc ça fait partie un peu d'une même famille, bien qu'avec des différences. Donc on trouve ça chez Inglehart, chez Melucci. Si on prend Inglehart, il va considérer que les sociétés occidentales contemporaines, il écrit en 1977, sont devenues des sociétés post-matérialistes. Pourquoi post-matérialiste? Parce que dans nos sociétés occidentales, la satisfaction des besoins matériels de base sont globalement assurés et la population va s'orienter vers des valeurs post-matérialistes. Donc, les besoins matériels de base étant satisfaits, la population déplace ses centres d'intérêt vers des valeurs post-matérialistes comme la recherche de l'autonomie de chaque personne, la qualité de vie, la participation, etc. Et donc, comme il y a un déplacement des valeurs vers le post-matérialisme, il y a de nouveaux mouvements sociaux qui expriment ces valeurs. Le mouvement écologiste, par exemple, qui exprimerait des valeurs post-matérialistes. Alors, pour Inglehart ou Melucci, il y a toujours des nouveaux mouvements sociaux. Il n'y a pas l'idée qu'un jour il y aura le nouveau mouvement social. Ça, c'est pluriel, par contre, contrairement à la vision, disons, de Touraine. Et voilà, Melucci ou Inglehart vont dans la même direction, au sens de cette idée de sociétés qui sont de moins en moins sur la satisfaction des besoins matériels, qui développent des valeurs post-matérialistes. Et donc, il y a des mouvements sociaux qui exprimeraient ces valeurs post-matérialistes. Alors, ça a été critiqué dans un petit manuel important, c'est un
faire de la découverte, sociologie des mouvements sociaux, la politiste Frédéric Neveu. La première édition date de 1996. Et ce que va dire Neveu, c'est qu'il montre que l'importance des valeurs post-matérialistes a sans doute été surestimée au sein des luttes sociales contemporaines. Il écrit en 1996 et il montre que les dimensions matérialistes vont rester fortes dans toutes les luttes sociales de la période des années 1980-1990. Ce qui est écrit sur le post-matérialisme, c'est la fin des années 70, début des années 80. Quand Neveu fait le bilan en 1996, il montre que les luttes sociales et les mouvements sociaux qui concernent des dimensions matérielles sont restées très importantes en France, par exemple dans les années 1980-1990. Voilà ce qu'écrit Neveu. Le poids des années de crise, de chômage ont aussi contribué à redonner force aux revendications matérialistes. Par rapport à les années 70, même il y a eu une remontée des revendications matérialistes à cause, disons, notamment de la crise économique, ce qu'on appelait la crise, mais qui a duré et duré, le chômage, etc., le chômage de masse. Donc le poids des années de crise, de chômage ont aussi contribué à redonner force aux revendications matérialistes. Et les données quantitatives disponibles, dont parle Neveu, mettent en évidence que dans les années 1980-90, les modélisations à tonalité matérialiste restent la composante dominante des manifestations en France. Les mobilisations à tonalité matérialiste, c'est-à-dire concernant les salaires, l'emploi, la protection sociale notamment. Ça reste dominant en France, par rapport aux mobilisations qui renvoient à des valeurs comme écologistes, comme renvoient à des valeurs post-matérialistes. Donc ça, c'est une critique sur la surestimation de la place de ces nouveaux mouvements sociaux et de la dimension. Il ne nie pas l'idée qu'il y a des mouvements qui expriment des valeurs post-matérialistes, mais c'est l'importance qu'on leur a donnée. Bon. Et la résistance des revendications matérielles dans les mouvements sociaux qui ont existé en France, en tout cas dans les années 80-90. Alors, maintenant on va passer à la méthodologie de Touraine, parce qu'il a inventé, c'est rare en sciences sociales d'inventer des méthodes, on utilise souvent, on affine des méthodes qui existent déjà, mais on invente rarement des nouvelles méthodes. Donc ça, c'est le grand B, une méthode d'analyse des mouvements sociaux, l'intervention sociologique. Une méthode d'analyse des mouvements sociaux, l'intervention sociologique. L'intervention sociologique, c'est le nom de cette méthode. Grand B, une méthode d'analyse des mouvements sociaux, l'intervention sociologique. Pour développer son programme d'analyse des mouvements sociaux, la sociologie tourainienne appuie sur une innovation méthodologique, donc une nouvelle méthode qui est appelée intervention sociologique. On pourrait analyser un mouvement social en faisant de l'observation directe, c'est-à-dire que, comme un ethnologue, on va participer à un mouvement. Par exemple, ça a été le cas, disons, de ma thèse, disons, au milieu des années 80. J'ai vécu pendant 4 ans avec un syndicat de cheminots. Donc, si bien qu'au bout du camp, les gens pensaient que j'étais cheminot aussi, que j'étais un syndicaliste cheminot. Donc ça, c'est de l'observation participante dans un mouvement. On peut faire des entretiens. Des entretiens, on peut faire des questionnaires, des études quantitatives. Bon. Touraine et son équipe procèdent autrement. Ils vont constituer des groupes de discussion entre des acteurs sociaux. Par exemple, l'enquête sur le mouvement ouvrier, ils vont constituer des groupes constitués de gens qui travaillent dans la chimie, de syndicalistes, de syndicats différents.
des gens qui travaillent chez les cheminots, des gens qui travaillent dans d'autres secteurs. Ils constituent des groupes de gens qui participent à un mouvement social, des petits groupes. Ils vont en constituer plusieurs en même temps. Et ils vont réunir des gens qui participent à des mouvements sociaux, mouvement antinucléaire, lutte étudiante, mouvement syndical, qui ne se connaissent pas, qui ont la particularité d'être syndicalistes, qui sont souvent dans le même secteur, mais qui ne se connaissent pas, parce qu'ils peuvent être de Périgueux, de Paris, de Lille. Bon, et on va les réunir pendant un temps. On va les faire discuter entre eux. On va enregistrer ce qu'ils discutent. On va retranscrire les bandes de ces discussions, comme on retranscrit par exemple des entretiens qu'on fait avec telle ou telle personne. Donc, c'est une nouvelle méthode. Donc, on étudie une action collective en réunissant des groupes de discussion d'acteurs qui participent au phénomène étudié. Et le mouvement féministe, c'est pareil. On va prendre des femmes ou des hommes qui sont impliqués dans le mouvement féministe. Les groupes constitués par les chercheurs sont appréhendés comme figurant la lutte étudiée, c'est-à-dire qu'ils vont figurer la lutte antinucléaire, la lutte féministe, la lutte ouvrière. L'organisation de ces groupes, il y en a plusieurs en même temps, sur une certaine période, plusieurs mois. Ces groupes vont être animés par des chercheurs. On dit, ça va être enregistré la discussion, mais ça va être animé la discussion par des chercheurs de l'équipe de Touraine. Ça va mélanger auto-analyse et dimension plus interventionniste, les deux. Auto-analyse parce que c'est les gens qui participent à un mouvement qui vont en parler, qui discutent entre eux de leur mouvement, donc il y a une dimension d'auto-analyse. Par exemple, il y a à peu près 2-3 ans, on a fait un séminaire de ce type dans le cadre de séminaire de recherche libertaire que j'anime qui s'appelle Étape. On a réuni des gens de différentes générations qui avaient participé à l'organisation politique lutte ouvrière et qui, certains avaient 70 ans et d'autres avaient 20 ans, qui tous avaient été exclus à un moment donné de cette organisation politique. On les a réunis dans un séminaire, on les a fait discuter ensemble de qu'est-ce que c'est d'être dans une organisation politique, comment ils sont affrontés, comment ils ont été finis par être exclus, qu'est-ce qu'ils en tirent, et ils produisent une auto-analyse de leur expérience, du rapport à ce groupe lutte ouvrière, et disons, de leurs déboires, etc. On pourrait dire une sorte d'auto-analyse coopérative. Bon. Et après, on a publié sur le site Libertaire Grand Angle les résultats, disons, de ça. Chacun après a relu ses textes pour corriger, etc. Bon. Et donc, le débat a été publié. Bon. Donc ça, c'est de l'auto-analyse d'un mouvement. Ce n'est pas que de l'auto-analyse pour Touraine, puisqu'il y a une forte place des chercheurs qui animent, qui ont une dimension interventionniste. Bon. Parce qu'il y a la dimension prophétique qui est dans l'instrument de mesure de Touraine. C'est que le chercheur, nous dit Touraine, je cite, s'efforce d'accoucher le groupe du mouvement qu'il porte en lui. Le chercheur s'efforce d'accoucher le groupe du mouvement qu'il porte en lui. C'est-à-dire qu'il y a une dimension maïotique, de sage-femme chez le chercheur. Il doit faire accoucher de quelque chose, comme une sage-femme fait accoucher un enfant. Bon. Et donc il y a une orientation, puisqu'on veut qu'il accouche du mouvement, on pousse pour que ça aille dans cette direction. C'est la phase qui était appelée dans la méthode dite de conversion. Alors, le mot conversion a une tonalité fortement religieuse, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont dans le groupe comprennent qu'il y a une nouvelle contradiction dans la société et que de cette contradiction, il faut qu'émerge un nouveau mouvement, il faut qu'il soit converti par ça. Bon. Mais tout le monde n'est pas converti. Par exemple, dans les comptes rendus qu'ils font dans les livres, il y a souvent, pour le mouvement antinucléaire, le mouvement ouvrier, etc., des gens qui quittent le groupe, ils claquent la porte parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette idée qu'il y a une nouvelle contradiction principale, ils pensent que c'est des conneries, etc. Donc tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde n'est pas converti. Bon.
Donc il y a une dimension interventionniste, c'est-à-dire qu'en même temps, les chercheurs qui animent le groupe poussent les acteurs qui s'auto-analysent à aller dans la direction de Touraine. Donc c'est un mélange assez compliqué d'auto-analyse et d'interventionnisme. Donc c'est pas que de l'auto-analyse. En dehors de cet aspect interventionniste qui a été critiqué, parce que ce besoin de pousser les acteurs qui sont en train de discuter entre eux vers l'hypothèse de Touraine. D'autres critiques ont été faites à la méthode. Il y a un risque de généralisation hâtive. C'est-à-dire comment on généralise des constats. On a peut-être au bout du compte sur le mouvement ouvrier une centaine, voire 150 personnes qui ont été réparties dans différents groupes. Mais comment de ces 150 personnes qui discutent entre eux, on tire une généralisation sur l'ensemble du mouvement ouvrier? C'est toujours le problème de comment on passe d'une étude qualitative à une forme de généralisation. Ça ne va pas de soi, de passer d'un petit groupe, même s'ils sont pris dans des histoires différents, et comment ça se fait qu'on en tire. Or, Touraine et son équipe en tirent quelque chose sur ce que c'est l'ensemble de la lutte antinucléaire, ce que c'est l'ensemble de la lutte féministe, ce que c'est l'ensemble de la lutte ouvrière. Donc il y a des critiques qui ont été faites autour de le risque de généralisation hâtive et abusive des constats qui sont effectués à partir de petits groupes. Il y a ensuite ce qui a été critiqué, la faible réflexion de Touraine et de ses collaborateurs sur le statut des matériaux qui sont étudiés. Les principaux matériaux, c'est les comptes rendus des débats qui sont retranscrits entre les groupes. Ces statuts, ces matériaux ont des caractéristiques particulières. Donc, c'est des gens qui discutent d'un mouvement auquel ils ont participé, mais ils sont hors de ce mouvement, et ils vont rencontrer d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas directement, et ils vont parler de ce mouvement. Donc, d'abord, c'est des matériaux discursifs. Or, dans un mouvement social, tout n'est pas discursif. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas par des mots, et encore moins par de l'écrit. Donc, c'est déjà quelque chose de limité, c'est des matériaux discursifs. C'est des matériaux discursifs qui sont constitués hors des contraintes du mouvement. Parce que quand on fait un mouvement, une grève, une manifestation, etc., on est pris dans les urgences de l'action. On n'a pas le temps donc, forcément de réfléchir à tout, etc. Là, on est en fait hors des contraintes de l'action, des urgences de l'action. Donc, c'est comment on se pose et on va regarder ça. Mais on n'est plus dans les contraintes de l'action en train de se faire. Bon. Donc, on est dans une position particulière où on réfléchit sur l'action plus qu'on est dans l'action. Bon. Et ça a une tendance aussi où on va se constituer comme porte-parole de ce qui se passe. C'est une situation particulière, les porte-paroles, ceux qui parlent au nom du mouvement. Et quand on se constitue comme porte-parole, on a tendance à avoir des énoncés toujours plus généraux. On police. Je ne sais pas, quand je pense à ma thèse, si on assiste à une assemblée générale de cheminots, on entend ce que disent, on va dire, t'as vu cet enculé de la CGT, il veut nous piquer le truc, bon. Il veut nous niquer. Bon. Voilà, c'est comme ça qu'on parle. Alors ça, c'est dans le mouvement. C'est une grève, c'est une assemblée générale de cheminots pendant une grève. Bon. C'est pas ce qui se dit dans les... Donc, on a un certain type de rapport au mouvement, qui n'est pas exactement le même que quand on agit. Et donc, Touraine, ça ne veut pas dire que ces matériaux ne disent pas quelque chose. Ils disent sans doute quelque chose, ces gens qui discutent du mouvement. Mais ils disent, c'est pas l'ensemble de ce qu'on peut dire sur une action collective. Parce que le type de matériaux, ça ne serait pas la même chose que d'assister à une assemblée générale ou à une manifestation. Ça ne serait pas la même chose que de faire un entretien avec quelqu'un, mais au moment de l'action. Bon. Là, on est retiré de l'action et on va discuter plus à distance. Donc, on produit un type d'énoncé qui nous dit quelque chose sur l'action collective, mais il nous dit quelque chose sur l'action collective qui n'est pas le tout de l'action collective. Or, Touraine va en faire le tout. Et c'est ça qui donne le sens général. Bon.
Et donc, et le problème, c'est qu'il y a une faible réflexivité de Touraine et de son équipe là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question du statut. Qu'est-ce que ces matériaux peuvent nous dire de... Ils nous disent des choses, mais c'est un matériau particulier, donc ils ne nous disent pas tout du mouvement, ils nous disent certaines choses. On peut faire l'hypothèse que ça éclaire plutôt les effets du travail d'homogénéisation relative du groupe par des porte-paroles, parce que ça devient plus général. On se pose en situation d'être porte-parole d'un mouvement, donc on lisse les choses, et de l'extérieur, on parle en tant que celui qui va parler au nom d'eux. Bon. Dans un mouvement, il y a des porte-paroles. C'est ce travail d'homogénéisation du mouvement. Mais un mouvement n'est pas que le travail des porte-paroles qui homogénise le mouvement. Le mouvement, c'est aussi beaucoup de tensions, de contradictions, d'hétérogénéité. Hein, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Mais ça nous dit des choses sur le travail d'homogénéisation, oui. Donc les matériaux de Touraine et son équipe nous disent des choses. Mais ils ne nous disent pas le tout du mouvement, contrairement à ce que peut laisser entendre Touraine et son équipe. Par défaut de réflexivité sociologique. Ils ne réfléchissent pas sur le statut des matériaux qu'ils collectent et de ce que peuvent nous dire ces matériaux. Quand on fait un entretien, ça peut nous dire certaines choses. Quand on observe en situation, ça nous dit autre chose. Par exemple, je prends le cas toujours dans le cadre de mon enquête sur les cheminots, d'observation participante. Quand je discute avec un ouvrier d'atelier chez lui, avec un magnétophone enregistré, il est face à un étudiant en thèse, bon, et il va donner une certaine vision de ces rapports entre intellectuels et ouvriers. Il va dire, tu sais, les ouvriers, ils sont cons, hein, de mon atelier, ils ne réfléchissent pas, il ne faut pas trop attendre qu'ils nous disent des choses intéressantes, etc. Il est plutôt dans la confrontation avec ce qu'il identifie comme un intellectuel. On a une interaction particulière, il est face à un intellectuel, il va valoriser l'intellectuel, il va dévaloriser son milieu, bon, dans l'entretien. Et puis si je le prends pendant la grève, le même, il va dire... ces enculés d'analystes, on n'en a rien à foutre, ce qui compte c'est les tripes, il faut y aller, et il faut aller au combat. Et là, dans une autre situation, il va dire l'inverse, il va dire que c'est les tripes qui comptent, et que le truc intellectuel, c'est secondaire. Donc les gens ne tiennent pas les mêmes discours en fonction des situations et des interactions. Donc à chaque fois qu'on prend quelque chose, un énoncé quelque part, il est dans une situation particulière, il ne nous dit pas le tout, il nous dit en fonction du contexte de l'interaction. Il nous donne accès à certaines choses. Donc, tous les matériaux qu'on collecte pendant des enquêtes ne nous disent pas tout. Ils sont toujours circonscrits à des conditions particulières. Alors, on avait essayé de faire ce débat à propos d'une autre enquête avec 3 collègues. C'était entre le local et le national des cas d'innovation dans les services publics. C'est un texte de 1993, mais vous retrouverez la référence exacte, disons, sur le PowerPoint. Donc c'était une méthode assez proche de Touraine, c'est-à-dire que c'était une enquête qui était menée à la demande, à l'époque, du Commissariat général du plan, et c'était dans le groupe de sociologie dirigé par Luc Boltanski. Et on a analysé une série d'innovations qui existaient dans les services publics, dans différents secteurs, le secteur des HLM, le secteur de l'équipement, du secteur industriel, etc. Et on a analysé des innovations dans les services publics qui voyaient des interférences entre des initiatives locales et des généralisations nationales. Et pour analyser ces innovations dans les services publics, l'enquête avait recouru à une méthode proche de Touraine, c'est-à-dire on a mis des gens qui participaient à ces innovations ensemble et on les a fait discuter. Et après, on a analysé leurs discussions, voilà, retranscription des bancs.
un peu différent de Touraine parce que c'est des gens quand même qui avaient participé à la même innovation, donc il y avait une connaissance directe ou indirecte, hein, même s'ils se situaient au niveau local, ou après c'était les contacts nationaux dans les ministères, etc. Bon. Et donc à cette occasion, on a réfléchi sur la méthode, donc dans ce papier, il y a une forte réflexion sur, disons, deux choses, c'est-à-dire ce que nous apportent et les limites de la sociologie de l'organisation, disons, développée par Michel Crozier à l'époque, c'est sur le contenu théorique, et puis la méthode, c'est-à-dire les apports et les limites de la méthode de Touraine. Donc ce papier est l'occasion de réfléchir sur la méthode. Alors, on va finir sur, qui nous reste sur quelques critiques générales sur l'évolutionnisme. C'est le grand C, c'est critique au pluriel de l'évolutionnisme en sciences sociales. Critique de l'évolutionnisme en sciences sociales. Donc on va commencer par Foucault, l'archéologie du savoir, on en a déjà parlé en 1969, et Nietzsche, un article, Nietzsche, la généalogie et l'histoire de 1971. Et un professeur de sciences politiques dont on reparlera sur la sociologie des crises, Michel Daubry. Février 1934 et la découverte de l'allergie de la société française à la révolution fasciste. C'est un article de la Revue française de sociologie de 1989. Alors, on a déjà vu avec la question de la cohérence ou pas des auteurs. Michel Foucault a été un des grands critiques des a priori évolutionnistes. C'est-à-dire l'idée qu'il y avait le mouvement de l'histoire, de manière unidirectionnelle et unidimensionnelle. Et donc, il a insisté sur les discontinuités, pas simplement sur la continuité. Et il le fait sur l'histoire traditionnelle des idées, c'est-à-dire comment évoluent les idées. Il va mettre en cause le fait qu'on va considérer simplement les idées sous l'angle de la continuité. C'est ce qu'il appelle les synthèses toutes faites ou les continuités irréfléchies. Comment, à travers des notions comme classique, à travers œuvre, auteur, influence, qu'on utilise dans l'histoire des idées, on a tendance à voir l'évolution simplement, la continuité des choses et pas les ruptures, les discontinuités. Donc c'est un premier aspect de la critique de l'évolutionnisme. Il y a un deuxième aspect qu'on trouve dans un texte de 1971, Nietzsche, la généalogie et l'histoire, ce que Nietzsche a écrit sur l'histoire, où il a mis en cause plus largement, pas simplement dans l'histoire des idées, ce qu'il appelle les genèses linéaires. Les genèses linéaires, c'est de refaire l'histoire de quelque chose, d'une pratique, etc., en créant une certaine linéarité, une continuité. Hein, les genèses linéaires. Et ces genèses linéaires ont l'erreur de, dit-il, recueillir dans une totalité bien renfermée sur soi la diversité enfin réduite du temps.
recueillir dans une totalité bien refermée sur soi la diversité enfin réduite du temps. C'est refermé autour d'un axe. Alors qu'il y a une diversité du temps, on va le refermer. Et lui, son conseil méthodologique dans ce texte, c'est il dit il faut déployer les dispersions et les différences. Déployer les dispersions et les différences. Ce qui n'est pas dans ce cadre unique, qui va dans des directions différentes, justement. Déployer les dispersions et les différences. Donc, par rapport à l'évolutionnisme dans les sciences sociales, Foucault est un fort appui pour la critique, disons, de l'évolutionnisme en général. Pas simplement de l'évolutionnisme dans la sociologie des mouvements sociaux, mais de l'évolutionnisme général en sciences sociales. C'est le cadre, c'est l'objet de ce grand C. Michel Daubry, on le verra pour sa sociologie des crises politiques, c'est un chercheur, un professeur en sciences politiques. C'est un de ses articles de juillet-décembre 1989, donc février 1934, et la découverte de l'allergie de la société française à la révolution fasciste. Bon, voilà. La revue française de sociologie en 89. Il va critiquer ce qu'il appelle l'analyse par les issues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ce texte, Daubry va mettre en cause une forme courante d'évolutionnisme chez les historiens. Et il va prendre bien en tête, disons, une grande partie des historiens attachés à Sciences Po Paris. Tous ceux qui se situent dans le sillage de l'histoire politique de René Raymond. Et il va les prendre, disons, les critiquer autour de leur traitement des émeutes, disons, fascistes en France de 1934, de février 1934. À ce moment-là, donc, il y a toute une série de ligues diverses fascistes qui vont manifester, qui sont, pour certains, pas loin de prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale, etc. C'est d'ailleurs ces émeutes de février 1934 qui vont accélérer, disons, la constitution du Front populaire en réaction. Et qui va donner après la victoire du Front populaire en 1936. Alors, la thèse des historiens politiques français dans le sillage de René Raymond, cette thèse, Daubry l'appelle la thèse de l'allergie de la société française au fascisme. Pourquoi allergie ? C'est-à-dire que cette thèse dit le fascisme n'a pas pris le pouvoir, donc ça c'est le résultat, c'est l'issue. Et de l'issue, on remonte à la cause. Si les fascistes n'ont pas pris le pouvoir, c'est qu'il y avait une cause dans la société française qui empêchait que les fascistes prennent le pouvoir, et donc il y avait quelque chose qui rendait imperméable la culture politique française au fascisme. Ça, c'est une thèse largement répandue, c'est les historiens politiques de Sciences Po Paris. Donc, c'est ça qu'il appelle l'analyse par les issues. Il y a le résultat, et on remonte des résultats à une cause supposée. Donc, c'est une forme d'évolutionnisme, parce qu'il s'agit de penser un processus d'action collective à partir de son issue, et à tirer alors mécaniquement un trait droit entre les résultats observés et les causes supposées. Ils n'ont pas pris le pouvoir, donc c'est qu'il y avait quelque chose dans la société française qui le rendait impossible, donc il y a quelque chose dans la culture politique française qui rend impossible. Voilà. Ce faisant, on ignore des tas de choses. C'est pour ça que pour Daubry, c'est une erreur. On ignore les aspects plus incertains et chaotiques de l'action en train de se faire. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a différentes possibilités. Et que c'est peut-être des petites choses qui vont faire que ça bascule dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que sur le moment, différentes possibilités s'ouvrent aux acteurs dans les moments de l'action. Et souvent, il y a des petites causes qui vont jouer un rôle, le fait qu'on va dans ce sens ou dans un autre. La réaction d'un acteur qui empêche quelque chose, ou un qui permet quelque chose au contraire. Mais ça, c'est dans le cours de l'action, si on la suit en train de se faire, et ça ne renvoie pas à des causes supposées qui feraient que les Français seraient immunisés par leur culture politique par rapport au fascisme. Et donc, si le fait que
les fascistes n'ont pas pris le pouvoir, c'est peut-être pas lié à la culture politique française, une sorte de cause, mais des choses qui, quand on analyse l'action en train de se faire, des basculements dans un sens ou dans un autre qui ont fait que ça a été dans un sens ou dans un autre, etc. C'est-à-dire que cet évolutionnisme qui part des issues et qui remonte aux causes supposées ne permet pas d'analyser précisément l'action en train de se faire avec les différentes possibilités pour les acteurs et les différents basculements. Bon. Et il va souvent chercher des grandes causes structurelles alors que parfois c'est des petites causes qui sont liées à telle ou telle interaction. Donc, l'analyse de d'Aubry, ce n'est pas que pour le fascisme, souvent on va avoir cette analyse. On a un résultat et on remonte du résultat. Ça ne dit pas grand-chose. Je me rappelle, pendant la première guerre du Golfe, il y avait Jean-Pierre Chevènement qui était ministre de la Défense, de François Mitterrand. Tout le monde savait qu'il a fait exprimer qu'il était contre la guerre, mais il était ministre de la Défense pendant la guerre. Et il ne démissionnait pas au début. Donc, la plupart des commentateurs disent, comme il ne démissionne pas, c'est que son intérêt, c'est de ne pas démissionner, et c'est lié à ses intérêts politiques. Et puis, au bout de 6 mois, il démissionne. Et les mêmes ont dit, il a démissionné, c'est le résultat, donc on remonte à la cause, c'était son intérêt de démissionner. Bon. C'est des éléments assez courants. On a l'issue, le résultat, et on remonte à une cause supposée. Hein. Et on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'action en train de se faire. Ça détourne le regard de l'action en train de se faire parce qu'il y a une forme d'évolutionnisme qui donne une solution immédiatement. Une sorte de trait droit. On part des résultats et on remonte, et on crée un trait mécanique droit pour expliquer les choses. Ça, c'est ce que reproche, disons, d'Aubry aux historiens politiques français sur le fascisme, mais c'est l'analyse par les issues, c'est une tendance beaucoup plus large, disons, que cet élément. Et pour les mouvements sociaux, ou pour d'autres formes, on a souvent tendance, on a le résultat, et à partir du moment du résultat, on veut qu'il y ait une cause, disons, structurelle, et on remonte du résultat à cette cause supposée. Bon. Voilà. Et bien, on va s'arrêter là.